Bismillahirrahmanirrahim. On continue le cours de la fracture diaphysaire de l'humérus. Nous sommes arrêtés à l'anatomopathologie, le titre le plus important. Donc, on va poursuivre notre démarche. Donc, pour les lésions, donc pas seulement les lésions de cette diaphyse, vous pouvez avoir des lésions traumatiques en association, surtout devant un mécanisme direct. Ça nous fait rappel au premier cours. Vous êtes en train de voir l'importance du cours de généralité. Donc, parmi les complications, c'est l'ouverture cutanée, surtout dans un mécanisme direct. Elle est fréquente, d'ordre de 6 à 10%. Elle accompagne surtout un choc violent direct, un AVP, accident de la voie publique. Les lésions vasculaires, heureusement, c'est rare. Seulement à 1 à 2%, l'artère humérale. Heureusement, concernant le plan anatomique, l'artère humérale, elle est bien protégée par les groupes musculaires du bras. Donc, parfois, il s'agit d'une lésion de l'intima ou bien une rupture artérielle totale. Donc, rupture cutanée, lésion vasculaire, heureusement, elle est rare. Les lésions nerveuses, ce sont les plus fréquentes. Malheureusement, la lésion du nerf radial, la voilà donc, lésion du nerf radial, hypotrophie de la région des extenseurs, impossibilité de faire l'extension, et c'est très fréquente, plus de 20, de 10 jusqu'au 20% des cas, vous allez noter, malheureusement, lésion du nerf radial. Donc, représenté par, et c'est écrit en rouge, on avait en train déjà parlé de cette dernière dès le début de ce cours, la lésion du nerf radial. Donc, les fractures, ils vont siéger du tiers moyen ou bien du tiers inférieur au niveau du passage du nerf à travers de la cloison intermusculaire externe. Si on vous pose la question, quelle est la région la plus vulnérable d'être lésée, ou bien quelle est la zone de faiblesse du traversé ou bien du trajet du nerf radial, donc c'est au moment où ce dernier il va traverser la cloison intermusculaire externe. Souvent devant les fractures spiroïdes, on avait parlé de ça. Donc là voilà une fracture spiroïde, elle risque de léser le nerf radial, c'est elle qui a le potentiel ou bien le pouvoir potentiellement grave sur ce nerf. Donc fracture spiroïde avec déplacement en dehors et en haut. Surtout c'est le fragment inférieur distal qui va léser ce nerf. Donc soit vous allez voir les 3 grades de ces lésions, soit la neurapraxie, soit l'axonotmisis ou bien le neurotmisis. On va voir ça dans juste quelques lignes. Donc les mécanismes invoqués, donc contusion par un agent traumatique lui-même, AVP, contusion par l'élongation de ce fragment osseux, donc par le fragment osseux qui est déplacé, ce dernier il va poser un traumatisme ou bien il va exercer une contusion sur le nerf. Le nerf, on répète, il est étendu, il n'a pas de l'espace pour se bouger, c'est pas mobile, un trajet étroit, c'est pour cela que tous ces facteurs jouent le rôle de la vulnérabilité de ce nerf. Ou bien un embrochage par les fragments osseux, le nerf il va être compressé ou bien écrasé par les 2 fragments, ou bien malheureusement la plus grave, section par un fragment osseux, section totale. C'est pour ça on peut distinguer ou bien on peut classer les complications nerveuses ou bien les lésions nerveuses selon la classification de Sedan. Vous avez 3 complications ou bien 3 lésions sur le plan anatomopathologique de ce nerf. Vous avez premièrement la neuropraxie, et là je demande votre attention et je vous invite à prendre note. Vous avez premièrement la neuropraxie. Voilà une neuropraxie. Donc vous êtes en train de noter. Donc ce qui est coloré par le jaune, c'est du nerf, et tout ce qui est à l'extérieur, c'est la gaine, bien c'est de la myéline. Donc là voilà, le nerf jaune là, il est intact. Dans la neuropraxie, c'est une simple sidération, pas de rupture, le nerf il est intact. Donc c'est le londoneurinome, il est intact. Donc c'est dans cette dernière, la neuropraxie, donc elle a une tendance, heureusement, à une évolution favorable habituellement à 3 semaines. La première lésion, grade 1, selon la classification de Sedan, la neuropraxie, si on va vous poser la question, donc c'est une simple sidération, pas de lésion, le nerf il est simplement étendu, par exemple, pas de rupture, pas de lésion du nerf, 3 semaines, elle est suffisante d'avoir une recouverte ou bien une récupération qui est totale. La deuxième lésion, grade 2, c'est l'axonomysis, bien l'axonotmisis. Donc, axono, vous êtes en train de noter le terme axone, malheureusement. Donc, ou interruption physiologique de ce cylindre.
Donc, mais sans solution de la continuité. Donc, le deuxième cas, on répète toujours, il n'y a pas de rupture, mais il s'agit d'une interruption qui est physiologique. Donc, le nerf, il est intact anatomiquement, mais il est atteint physiologiquement. Donc, sans solution de la continuité, cette dernière, elle va regresser dans quelques mois. Donc, le premier cas, la neuropraxie. Pas d'atteinte anatomique, pas d'atteinte sur le plan physiologique ou fonctionnel. La deuxième, une atteinte sur le plan fonctionnel, mais pas d'atteinte sur le plan anatomique. La dernière, le neurotmésis. Lorsqu'on dit neurotmésis, c'est une section totale, c'est la plus grave des trois classifications ou des trois grades. Donc, section totale du nerf sans possibilité malheureusement de récupération et elle nécessite une réparation chirurgicale. Donc, si on vous pose la question quelles sont, bien parmi les indications chirurgicales à une fracture de la diaphyse humérale, vous allez citer, vous allez noter le neurotmésis. Donc 3 lésions, neuropraxie, tendance à résolution dans 3 semaines, neurotmésis ou bien axonotmésis qui a tendance à regresser dans quelques mois, neurotmésis qui est section complète, la voilà, complète section de ce nerf. Donc absence, ce dernier ne va pas régresser spontanément, elle nécessite une intervention chirurgicale, une suture du nerf radial. Donc là voilà, donc le nerf radial c'est indiqué dans votre support, lésé par un trait de fracture spiroïde. Donc surtout le fragment tranchant, l'inférieur, il va exercer de la force et il va romper ce dernier. On continue toujours. Donc dans l'anatomopathologie, donc les sièges de ces fractures qu'on vous avez vu, donc 50 ou bien 50 à 60%, elle va siéger au niveau du tiers moyen. Donc souvent c'est le tiers moyen malheureusement et souvent le siège de lésion du nerf radial. Les deux autres chances, c'est pour le tiers supérieur et le tiers inférieur. Donc tiers supérieur, souvent elle est rencontrée devant une fracture qui est, si on peut utiliser le terme bénigne, un trait qui est transversal, mais lorsqu'il s'agit d'un mécanisme spiroïde, d'un trait de fracture spiroïde, c'est souvent une fracture au niveau du tiers moyen. Pour le déplacement, et c'est ce déplacement qui va causer les lésions qu'on a citées précédemment, le neuropraxie, l'axonotmésis et le neurotmésis, donc il est quasiment constant. Et il est complexe malheureusement. Pourquoi? Il s'agit de nombreux complexes musculaires. Donc si vous allez citer les muscles qui ont une insertion au niveau de l'humérus, ils sont très nombreux. Ils constituent, ou bien ce dernier, cet os, il contient des insertions musculaires des coifes des rotateurs, des muscles propres du bras, des muscles de l'avant-bras. Donc il a de multiples insertions. Pourquoi? Et ces contraintes mécaniques, ils vont causer le déplacement. Donc ce déplacement, il est résumé dans votre support selon 2 grands titres. Donc ce déplacement pourra être une translation, un chevauchement, des rotations. Donc les muscles sont responsables de tous les mouvements possibles. Donc en fonction du trait de fracture, il est sous 3 catégories dans votre support. Donc si le trait de fracture, premier cas, il est sous-deltoïdien dans le tiers moyen, ou bien il peut être fracture dans le tiers supérieur interpectoro-deltoïdien, le muscle pectoral et le deltoïde, voire une fracture du tiers inférieur. Pour le premier cas, lorsque la fracture elle est sous-deltoïdienne dans le tiers moyen, c'est celle-là. Donc vous pouvez dire que la fracture ou bien le trait, il est sous-deltoïdien, voilà l'insertion du muscle deltoïdien, ça c'est le V deltoïdien, vous vous souvenez de ça de votre anatomie. Là voilà une fracture dans le tiers moyen. Dans ce dernier cas, le déplacement, c'est écrit dans votre support. Donc la déformation, elle est sous forme de crosse antéro-externe. Le fragment supérieur ou bien proximal, il est attiré en dehors par le deltoïde. Par contre, le fragment inférieur ou le fragment distal, il restera vertical sous l'effet du poids du membre. Donc voilà, le fragment supérieur, il est attiré en externe à cause du tonus du muscle deltoïde. Donc c'est un muscle abducteur puissant. Et voilà, le fragment inférieur qui est attiré ou bien qui est allongé en
vers le bas par la pesanteur du membre. Le deuxième cas, le voilà, lorsqu'il s'agit d'un trait qui est plus ou moins supérieur dans le tiers moyen. Donc on est en train de parler d'une fracture au niveau du tiers supérieur situé entre le muscle pectoral et le muscle deltoïdien. Dans ce dernier cas, la déformation, c'est pas sous forme de crosse, c'est un angle antéro-interne. Donc tiers moyen, crosse antéro-externe. Voilà. C'est à l'extérieur et en antérieur, c'est le pouvoir du muscle deltoïdien. Par contre là, donc c'est un angle interne et c'est écrit dans votre support. Donc un angle antéro-interne. Le fragment supérieur, il est attiré en avant et en dedans par le muscle grand pectoral. C'est ce dernier qui va limiter le trait de fracture. Et le fragment inférieur, il est attiré en dehors et en haut par le deltoïde. Voilà dans l'illustration. Donc, vous pouvez dire que le déplacement là, il est moins important par rapport au premier cas. Donc, le deltoïde, il va attirer presque en dehors. Le fragment inférieur, le fragment intérieur, il est attiré par le muscle grand pectoral. Et vous pouvez dire dès maintenant que c'est la lésion qui va se situer au niveau du tiers moyen qui a le déplacement majeur. Ça, c'est le trajet du nerf radial. Donc, si on vous pose la question, donc vous êtes en train de confirmer que la fracture, lorsqu'il s'agit d'un trait au niveau du tiers moyen, c'est cette dernière qui est la fracture potentiellement grave sur le nerf. Dernier cas, une fracture au niveau du tiers inférieur. Le déplacement, ils sont généralement minimes. Elle vient plutôt de la violence du traumatisme initial. Elle n'a pas du risque pour le nerf radial. Donc, ce qui est à résumer de l'anatomopathologie, les trois lésions, je vous invite à les noter. Neuropraxie, axonotmésis et neurotmésis. Et c'est la fracture du tiers moyen, surtout spiroïde, c'est la plus fréquente et elle a le potentiel d'avoir une lésion dans 10 à 20% du nerf radial, ce qui est à retenir de ces deux plaques. Après ça dit, on va passer maintenant à la partie clinique. Donc pour l'étude clinique, donc il s'agit souvent d'un patient qui est conscient, qui va se plaigner d'une douleur, qui va se présenter l'attitude du traumatisme du membre supérieur, l'attitude de désaut qui est en train de se répéter. On la répète, il s'agit de patient qui va soutenir son membre lésé, atteint par son membre sain. Donc, à un interrogatoire, vous allez rechercher les circonstances de cet accident, date, heure du dernier repas, parce qu'il peut être s'agir d'une urgence ou bien d'une indication chirurgicale. On répète, le neurotmésis est parmi ces indications. Et le mécanisme direct, indirect, pour déduire le trait de fracture et le risque sur le nerf radial surtout. La notion du ramassage et de transport, c'est médico-légal. L'heure du dernier repas, c'est écrit les antécédents, le mode de vie, la profession. Elle jouera, la profession du patient, elle va guider la thérapeutique, soit vers un traitement orthopédique, voire s'il s'agit d'une réhabilitation rapide de ce patient, on va avoir le recours sur, bien vers le traitement chirurgical. Donc, la main ou bien le bras, c'est un segment fonctionnel, donc il a relation avec le mode de vie et la profession du patient. La douleur, vous allez rencontrer une douleur vive, une impotence fonctionnelle du membre supérieur. Tout ça, on avait parlé dans les généralités. À l'examen physique, donc à l'inspection, l'attitude de désaut, déformation du bras en crosse avec un sommet antéro-externe, s'il s'agit souvent, vous êtes en train de noter l'anatomopathologie là, d'une fracture ou bien d'un trait au niveau du tiers moyen, un raccourcissement du bras parce qu'il s'agit d'un chevauchement, un œdème, les lésions cutanées lorsqu'il s'agit d'un mécanisme direct, les érosions, les ouvertures cutanées, heureusement qui sont rares, et l'échymose diffuse, ça c'est la triade qu'on avait parlé dans les généralités. Donc, deuxièmement, à la palpation. Donc, à la palpation, l'examinateur il s'attachera surtout pour rechercher les complications. Donc, votre rôle comme examinateur, c'est de rechercher les complications vasculaires par la coloration et la chaleur des téguments, pronostic fonctionnel du bras, surtout s'agit de lésions de l'artère ulnaire ou bien l'artère brachiale, donc le pouls radial, et parfois vous pouvez avoir le recours au Doppler, et surtout nerveuse. Donc, les lésions nerveuses, lésions du nerf radial, motrice. La paralysie radiale, on est en train de parler de ça. C'est une paralysie des extenseurs du poignet. Donc, le poignet va réaliser classiquement la déformation en col
de signes qu'on a vu précédemment, perte de l'abduction du pouce ainsi que son extension. Pour le terrain sensitif, donc voilà le terrain motrice, voilà la palpation du artères, donc jusque de l'artère axillaire jusqu'au pouls périphérique pour rechercher une lésion dans le trajet de la vascularisation. Là, c'est le pouls brachial. Et pour le terrain sensitif, donc une anesthésie ou hypoesthésie de la face dorsale de la première commissure de la main, de l'avant-bras, c'est le territoire anatomique du nerf radial. Vous allez conclure votre examen avec un examen loco-régional complet à la recherche des lésions associées dans le cadre d'un polyfracturé, toujours AVP. On avait dit ça au début de ce cours, AVP, accident de la voie publique. Cette dernière, elle va rentrer dans le terrain d'un sujet qui est polytraumatisé et on a une conduite sur ça. Donc, il nous reste que le traitement et l'évolution. On va aborder ça dans la prochaine partie. Ce qui est à baser dans cette partie, c'est les 3 lésions anatomopathologiques. La fréquence, la lésion nerveuse, le nerf radial et les complications vasculaires. Tout c'est ça. C'est tout ce que vous allez baser dans cette deuxième partie. Merci pour votre attention. Bon courage et à la prochaine où on va terminer ce cours.